La République de Platon, livre 4e, suite. En beaucoup d'autres occasions aussi, poursuivis-je, quand un homme est entraîné de force par ses désirs, malgré sa raison, ne remarquons-nous pas qu'il se blâme lui-même, s'emporte contre ce qui lui fait violence, et que dans cette sorte de querelle entre deux principes, la colère se range en allié du côté de la raison? Mais tu ne diras pas, je pense, que tu l'as vu associé au désir, en toi-même ou chez les autres, quand la raison décide que telle action ne doit pas être faite à son encontre. Non, par Zeus. Mais quoi, demandai-je, quand un homme croit avoir tort, dans la mesure où il est plus noble, n'est-il pas moins capable de s'emporter, souffrant de la faim, du froid ou de toute autre incommodité semblable, contre celui qui, pense-t-il, le fait souffrir justement? En d'autres termes, ne se refuse-t-il pas à éveiller sa colère contre celui qui le traite ainsi? C'est la vérité, répondit-il. Par contre, s'il se croit victime d'une injustice, n'est-ce pas qu'alors il bouillonne, s'irrite, combat du côté qui lui paraît juste, même s'il y va de la faim, du froid et de toutes les épreuves de ce genre, et ferme dans ses positions, triomphe sans se départir de ses sentiments généreux qu'il n'ait accompli son dessein, ou ne meure, ou comme un chien par le berger, ne soit par sa raison rappelé à lui et calmé. Cette image est tout à fait juste, observa-t-il. Aussi bien dans notre cité, avons-nous établi que les auxiliaires seraient soumis au chef comme des chiens à leur berger. Tu comprends parfaitement ce que je veux dire. Mais fais-tu en outre cette réflexion? Laquelle? Que c'est le contraire de ce que nous pensions tout à l'heure qui se révèle à nous au sujet de l'élément irascible. Tout à l'heure, en effet, nous pensions qu'il se rattachait à l'élément concupiscible, tandis que maintenant, nous disons qu'il s'en faut de beaucoup et que bien plus tôt, quand une sédition s'élève dans l'âme, il prend les armes en faveur de la raison. Assurément. Est-il donc différent de la raison, ou l'une de ses formes, de sorte qu'il n'y aurait pas trois éléments dans l'âme, mais deux seulement, le rationnel et le concupiscible? Ou bien, de même que trois classes composeraient la cité, gens d'affaires, auxiliaires et classes délibérantes, de même dans l'âme, le principe irascible constitue-t-il un troisième élément, auxiliaire naturel de la raison, quand une mauvaise éducation ne l'a point corrompu? Il y a nécessité, répondit-il, qu'il constitue un troisième élément. Oui, dis-je, s'il apparaît différent de l'élément rationnel comme il est apparu différent du concupiscible. Cela n'est pas difficile à voir, reprit-il. On peut en effet l'observer chez les enfants. Dès leur naissance, ils sont pleins d'irascibilité. Mais certains ne me semblent jamais recevoir de raison, et la plupart n'en reçoivent que tard. Oui, par Zeus, tu dis vrai. Et l'on verrait encore chez les bêtes sauvages qu'il en est ainsi. De plus, le vers d'Homère que nous citions plus haut en rendra témoignage. Se frappant la poitrine, il gourmanda son cœur. Il est évident qu'Homère représente ici deux principes distincts, l'un qui a raisonné sur le meilleur et le pire, gourmand dans l'autre, qui s'emporte de façon déraisonnable. C'est parfaitement bien dit. Voilà donc, repris-je, ces difficultés péniblement traversées à la nage, et voilà bien reconnu qu'il y a dans la cité et dans l'âme de l'individu des parties correspondantes et égales en nombre. Oui. Par suite, n'est-il pas déjà nécessaire que l'individu soit sage de la même manière et par le même élément que la cité? Si, sans doute. Et que la cité soit courageuse par le même élément et de la même manière que l'individu, afin que tout ce qui a trait à la vertu se trouve pareillement dans l'une et dans l'autre, c'est nécessaire. Ainsi, Glaucon, nous dirons, je pense, que la justice a chez l'individu le même caractère que dans la cité. Cela aussi est de toute nécessité. Or, nous n'avons certainement pas oublié que la cité était juste du fait que chacune de ces trois classes s'occupait de sa propre tâche. Il ne me semble pas que nous l'ayons oublié. Souvenons-nous donc que,
chacun de nous également, en qui chaque élément remplira sa propre tâche, sera juste et remplira lui-même sa propre tâche. Oui, certes, il faut s'en souvenir. Dès lors, n'appartient-il pas à la raison de commander, puisqu'elle est sage, et à charge de prévoyance pour l'âme tout entière, et à la colère d'obéir et de seconder la raison? Si, certainement. Mais n'est-ce pas, comme nous l'avons dit, un mélange de musique et de gymnastique qui mettra d'accord ces parties, fortifiant et nourrissant l'une par de beaux discours et par les sciences, relâchant, apaisant, adoucissant l'autre par l'harmonie et par le rythme? Sans doute. Et ces deux parties élevées de la sorte, réellement instruites de leur rôle et exercées à le remplir, commanderont à l'élément concupiscible qui occupe la plus grande place dans l'âme et qui par nature est au plus haut point avide de richesse. Elles le surveilleront, de peur que, se rassasiant des prétendus plaisirs du corps, il ne s'accroisse, ne prenne vigueur, et au lieu de s'occuper de sa propre tâche, ne tente de les asservir et de les gouverner, ce qui ne convient point à un élément de son espèce et ne bouleverse toute la vie de l'âme. Assurément, dit-il. Et des ennemis du dehors ne garderont-elles pas au mieux l'âme tout entière et le corps, l'une délibérant, l'autre combattant sous les ordres de la première, et exécutant courageusement les projets conçus par celle-ci? Certes. Or donc, nous appelons l'individu courageux, je pense, en considération de la partie irascible de son âme, lorsque cette partie sauvegarde, à travers peines et plaisirs, les préceptes de la raison touchant ce qui est ou ce qui n'est pas à craindre. C'est exact. D'autre part, nous l'appelons sage en considération de cette petite partie de lui-même qui commande et émet ses préceptes, partie qui possède aussi la science de ce qui profite à chacun des trois éléments de l'âme et à leur ensemble. Parfaitement. Mais quoi? Ne l'appelons-nous pas tempérant du fait de l'amitié et de l'harmonie de ces éléments, lorsque le chef et les deux sujets conviennent que la raison doit gouverner et qu'il ne s'élève point de sédition contre elle? Assurément, dit-il, la tempérance n'est pas autre chose dans la cité et dans l'individu. Par suite, repris-je, ce dernier sera juste par la raison et de la manière que nous avons souvent indiquée. Il y a grande nécessité. Maintenant, demandai-je, la justice s'est-elle émoussée au point de nous apparaître différente de ce qu'elle était dans la cité? Je ne crois pas, répondit-il. Parce que s'il restait encore quelque doute dans notre âme, nous pourrions le faire disparaître complètement en rapprochant notre définition de la justice des notions communes. Lesquelles? Par exemple, s'il nous fallait décider au sujet de notre cité et de l'homme qui par nature et par éducation lui est semblable, si cet homme, ayant reçu un dépôt d'or ou d'argent, paraît devoir le détourner, penses-tu que personne le crût plus capable d'une telle action que ceux qui ne lui ressemblent pas? Je ne le pense pas. Mais cet homme-là, ne sera-t-il pas également pur de sacrilège, de vol et de trahison, tant particulière à l'égard de ses amis que publique à l'égard de sa cité? Il en sera pur. Et assurément, il ne manquera d'aucune manière à sa parole, qu'il s'agisse de serments ou d'autres promesses. Comment le pourrait-il? Et l'adultère, le défaut de sollicitude envers les parents ou de piété envers les dieux conviennent à tout autre plutôt qu'à lui. À tout autre, certes. Or la cause de tout cela n'est-elle pas dans le fait que chaque élément de son âme remplit sa tâche propre, soit pour commander, soit pour obéir? Elle est en cela et nulle part ailleurs. Maintenant, te demandes-tu encore si la justice est autre chose que cette force qui fait de tels hommes et de telles cités? Non, par Zeus, répondit-il, non, je ne me le demande pas. Voilà donc parfaitement réalisé notre songe, ce dont nous disions nous douter,
à savoir qu'il se pourrait bien que, commençant à peine de fonder la cité, nous fussions tombés par bonne fortune sur certains principes et modèles de la justice. Oui, vraiment. Aussi bien Glaucon était-elle une image de la justice, et c'est pourquoi elle nous fut utile. La maxime qui déclarait bon que l'homme né pour être cordonnier s'occupa exclusivement de cordonnerie, l'homme né pour être charpentier de charpente, et ainsi des autres. Apparemment. Au vrai, la justice est ce semble quelque chose de tel, à cela près qu'elle ne régit pas les affaires extérieures de l'homme, mais ses affaires intérieures, son être réel, et ce qui le concerne réellement, ne permettant à aucune des parties de l'âme de remplir une tâche étrangère, ni aux trois parties d'empiéter réciproquement sur leurs fonctions. Elle veut que l'homme règle bien ses vraies affaires domestiques, qu'il prenne le commandement de lui-même, mette de l'ordre en lui et gagne sa propre amitié, qu'il établisse un parfait accord entre les trois éléments de son âme, comme entre les trois termes d'une harmonie, la nette, l'hypate, la mèse, et les intermédiaires s'il en existe, et que les liant ensemble, ils deviennent de multiples qu'ils l'étaient, absolument un, tempérant et harmonieux, qu'alors seulement il s'occupe, si tant est qu'il s'en occupe, d'acquérir des richesses, de soigner son corps, d'exercer son activité en politique ou dans les affaires privées, et qu'en tout cela il estime et appelle belle et juste l'action qui sauvegarde et contribue à parfaire l'ordre qu'il a mis en lui, et sagesse, la science qui préside à cette action. Qu'au contraire, il nomme injuste l'action qui détruit cet ordre, et ignorance l'opinion qui préside à cette dernière action. C'est tout à fait vrai, Socrate.